bien sûr, chercher quelques mutations parmi 14, ça fait quand même un espace à explorer assez important, donc on ne pouvait pas le faire de façon systématique, donc on a fait de l'évolution dirigée rationnelle. Donc rationnelle parce qu'on avait une banque de données de mutations, qu'on connaissait bien, et en fait, on a testé différents variants qui avaient 1, 2, 3, 4, etc., qui exploraient toutes les possibilités de ces 14 mutations. On les a screenés. Guillaume est en train de résoudre la structure de certains mutants pour histoire de bien comprendre, on va dire, l'interaction de ces mutants. Et à la fin, donc, le but, c'est d'obtenir un mutant actif et toujours hyper thermostable. Alors, comment obtenir une diversité de variants? Là, c'est le gène de la protéine hyper thermostable. On le dégrade avec une DNA, on a des petits morceaux de taille variable qui vont pouvoir s'hybrider entre eux, mais on insère à un moment donné des oligonucléotides qui vont porter la mutation. Donc à un moment donné, quand on va refaire la PCR, ces oligonucléotides vont s'hybrider et en fait vont intégrer 1, 2, 3, un brassage de mutations, une librairie assez importante de variants qui suffit de cribler derrière. Donc Guillaume après les a testés et vous voyez, il a réussi à augmenter d'un facteur 200 fois l'activité à température ambiante de l'enzyme hyperthermostable tout en gardant ses propriétés d'hyperthermostabilité. On a testé aussi cette activité pour ce que disait l'armée, on va dire les agents neurotoxiques, et on a des très bonnes activités déjà contre certains analogues comme le cyclosarin, le saumon et le sarin. Donc en fait, on a déjà un mutant actif à bas coût qui permet déjà de dégrader des sols et des surfaces assez facilement, assez aisément. Donc, une enzyme hyperthermostable à bas coût qui marche déjà. Nous voulons passer en phase de test et bien sûr, comme on a à peu près des activités de 10 puissance 5 et qu'on a toujours en modèle le modèle mésophile qui est à 10 puissance 7, nous pensons encore pouvoir améliorer son activité d'un facteur 10 voire 100, ce qui diminuera encore les coûts de production. Donc ça c'est le travail de Julien et de Guillaume. Alors maintenant si on regarde l'activité lactonase, ça c'était quelque chose initialement qui n'était pas du tout prévu, c'est le petit pas de côté. Alors pourquoi est-ce que l'activité lactonase est intéressante? Parce que je pense que vous savez que les bactéries adoptent un comportement de groupe. Elles communiquent entre elles grâce à la sécrétion de petites molécules. Et notamment, certaines bactéries communiquent en sécrétant des lactones. En fait, par exemple, Pseudomonas a un comportement planctonique, et dès qu'elle atteint une certaine quantité, il y a une certaine concentration de lactone qui est dans le milieu, et elle va activer la formation des biofilms et ses facteurs de virulence. Donc, il semble, on va dire, l'idée initiale, c'est que si on bloque la communication entre ces bactéries, elles ne vont pas déclencher leur facteur de virulence. Donc ce concept a été clairement montré, avec des souches justement où le quorum sensing, on appelle cette communication, a été délété. Et effectivement, ces variants de Pseudomonas étaient moins virulents contre C. elegans et la souris. Ça a été aussi testé au niveau agroalimentaire, puisque certaines bactéries utilisent aussi le quorum sensing à base de lactone pour infecter les plantes. Donc soit avec des plantes transgéniques, soit avec des bactéries mutées, on voit qu'elles sont beaucoup moins vulnérables aux attaques. Sur Pseudomonas aussi, ça a été montré que ça diminuait sa motilité en rajoutant une lactonase qui va dégrader ces petites molécules. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le quorum quenching. On bloque la communication bactérienne. Et la paroxonase que je vous ai parlé tout à l'heure, qui a aussi une activité lactonase, il a été montré qu'elle diminuait la formation des biofilms sur Pseudomonas. Et en plus, en empêchant cette formation de biofilms, elle a rendu des souches qui étaient résistantes à certains antibiotiques de Pseudomonas à nouveau résistantes contre ces mêmes antibiotiques. Donc en résumé, ce qu'il faut voir, c'est que de mettre des lactonases avec des bactéries qui communiquent grâce au lactone, ça empêche la formation de leurs biofilms, diminue leur motilité et les rend beaucoup plus vulnérables aux antibiotiques. Donc là-dessus, on s'est dit, on va essayer aussi d'améliorer l'activité envers les lactones. Pour le paraoxon, c'était très simple, puisque le paraoxon, lorsqu'il est dégradé, il devient coloré. Les lactones, lorsqu'elles sont dégradées, restent incolores. Donc en fait, on a utilisé un crypte qui utilise des pseudomonas, sauf qu'on a rajouté là-dessus un plasmide avec un gène de bioluminescence qui va être sous la régulation du quorum sensing. Ainsi, s'il y a une forte concentration de lactone, le pseudomonas devient luminescent. S'il n'y a pas de lactone, il reste sans lumière. Donc, on exprime nos variants, on les mélange avec des lactones, on laisse incuber, et si l'enzyme est suffisamment active, elle ne va pas pouvoir faire de bioluminescence. Donc en fait, on a un script automatique qui permet de sélectionner les meilleurs variants actifs contre les lactones. Donc, grâce à nos analyses structurelles, on avait vu qu'il y avait dans le site actif un tryptophane qui couvrait le cycle lactone, qui nous semblait assez intéressant. Donc on a voulu voir un peu l'effet de cette mutation, donc on a testé les 20 variants possibles, et déjà on a vu qu'on avait des variants qui sortaient du lot et qui étaient beaucoup plus actifs que la forme sauvage. De la même, cette expérience montre que nous sommes déjà capables
de couper la communication, le quorum sensible, chez Pseudomonas. Donc nous avons une enzyme peu chère à produire qui empêche la communication chez Pseudomonas, qui bloque le quorum sensible et la formation des biofilms. Donc quelles sont les utilisations qu'on peut imaginer? C'est la décontamination, puisque notre enzyme est peu chère à produire, on peut décontaminer des sols et des surfaces ou même des zones difficilement accessibles avec les produits hospitaliers de nettoyage. De plus, on va dire notre enzyme est toujours active même dans le SDS, on l'a même testé dans les détergents hospitaliers, elle a toujours cette activité, donc on peut la rajouter dans le détergent hospitalier, ça marche très très bien. On peut imaginer aussi de la fixer sur certains biomatériaux, par exemple de style cathéter, il n'y a aucun problème pour greffer cette enzyme, et on peut imaginer que ça empêche l'accrochage de Pseudomonas, donc justement pour les personnes aussi atteintes de la mucoviscidose, ça peut être très intéressant parce qu'ils sont très sensibles. Un autre aspect qui réintéresse l'armée, c'est aussi les brûlures, parce que les brûlés sont très sensibles aux infections du style Pseudomonas, opportuniste, en agroalimentaire comme on en a parlé, et aussi une application où j'insiste un peu, puisque justement il y a une complémentarité avec une équipe du laboratoire, ça en aérosol, nous on a l'enzyme, elle est active, on aimerait bien la tester aussi en aérosol, on va dire sur le modèle de rat pour la mucoviscidose et voir si effectivement notre enzyme in vivo empêche la formation des biofilms et permet le traitement plus aisé des malades. Un dernier aspect aussi plus éloigné de l'aspect médical mais qui est économiquement très intéressant, c'est le biofouling, puisque les coques de bateau, il y a des films qui se déposent, on va dire, sur les coques de bateau et c'est régulé aussi par des lactones. Donc en greffant cette enzyme sur les coques de bateau, on pourrait diminuer la formation de biofouling et on va dire que ça diminuerait énormément les coûts d'entretien de certaines coques de bateau. Donc, mon sujet, on va dire, initialement est parti, on va dire, de mon service militaire. On m'avait demandé justement de travailler sur la paroxonase. Donc c'est une protéine hydrophobe qu'on a purifiée à partir de poches de plasma, utiliser des détergents, donc c'est toujours très difficile de travailler avec des protéines hydrophobes. J'ai obtenu des cristaux. J'étais très content, là, ils ont bien diffracté. Et là, la surprise, c'est que finalement, ce n'était pas la paroxonase humaine qu'on attendait, mais une protéine, la Human Phosphate Binding Protein, vous voyez, puisqu'elle fixe le phosphate, mais une protéine qui était complètement inconnue chez l'homme. Alors ça nous a quand même étonné, puisqu'il s'agissait quand même de quelque chose qui était purifié à partir de poches de plasma. Donc ça a été assez inattendu, c'est ce qui nous a fait bifurquer justement sur les fameuses protéines D. Donc voici la structure de la Human Phosphate Binding Protein. Donc vous voyez, elle est constituée de deux domaines. Entre les deux domaines, bien enfouis, on a une molécule de phosphate, très très bien reconnue, avec une affinité de l'ordre du micromolaire. Et on voit ici deux feuillets qui vont faire un peu un rôle de charnière, puisque ces protéines peuvent avoir un mouvement de style Pac-Man. On a résolu aussi une autre structure de fluiding, une autre structure de cette famille, issue de bactéries, de Pseudomonas fluorescens. Et là, on a une autre surprise, c'est que, plus méthodologique, puisqu'elle est diffractée à très haute résolution. Quand on dit très haute résolution, c'est 0,88 angstrom. La résolution moyenne pour une structure protéine, normalement, c'est autour de 2 angstrom. Donc, qu'est-ce que ça apporte d'être à cette résolution? C'est qu'on voit beaucoup plus de détails, et notamment, à cette résolution, on commence à voir les atomes d'hydrogène. Donc, vous voyez, dans la structure, par exemple, les hydrogènes sur les phénylalanines pouvaient être visibles, même ceux qui sont mobiles, par exemple, comme sur les leucines, même dans les molécules d'eau, on pouvait voir où étaient exactement les liaisons hydrogène. Donc, au niveau mécanistique, c'est très intéressant, parce qu'on a pu exactement déterminer comment était fixé le phosphate au niveau des liaisons hydrogène. Et il y avait un mystère, depuis à peu près 20 ans, c'est que cette famille de protéines accommode aussi bien le phosphate dihydrogéné ou le phosphate monohydrogéné selon le pH. Donc les gens se posaient la question, quels étaient les réarrangements? Et en fait, on a montré qu'en fait, quel que soit le pH, en fait, on avait toujours dans la structure le phosphate monohydrogéné. En fait, il y a un très fort champ électrostatique au niveau de la protéine, au niveau du site actif, qui va altérer les pKa. Et en fait, que vous soyez à condition basique ou acide, vous allez toujours avoir le phosphate monohydrogéné qui va se fixer. En fait, il n'y a pas besoin d'accommodation, c'est juste en changeant le pKa, en fait, on accommode toujours le phosphate monohydrogéné. Donc ça, c'était plus des détails de chimie et au niveau mécanistique qui peuvent aussi avoir leur intérêt. Donc revenons-en à un truc. Donc à un moment donné, vous auriez dû bondir, je purifie une protéine à partir de plasma humain, la paroxonase, et j'obtiens la structure d'une protéine qu'on ne connaît pas. Normalement, si on travaille bien, quand on purifie, on doit avoir qu'une seule protéine, c'est le but. Alors comment c'est possible? Déjà, on voit que quand on a fait, on a testé les lots, on voyait
que notre protéine et la paroxonase possèdent la même masse moléculaire. Elles ont deux points isoélectriques différents, mais possèdent la même masse moléculaire. Donc on voit bien que pour les séparer sur des gels SDS tout simples, c'était pas possible puisqu'elles arrivent au même endroit, d'autant plus que la paroxonase et glycosylée forment donc des fois plusieurs bandes sur des gels de SDS. Cette association est physiologique puisque déjà il a fallu monter à très forte concentration de durée pour pouvoir faire ce gel, plus de 9 molaires de durée pour pouvoir les séparer. On a montré l'interaction physiologique aussi en faisant des immunoprécipitations. On a précipité la human phosphate binding protein, on a retrouvé la paroxonase. On a fait précipiter la paroxonase, on a retrouvé la human phosphate binding protein. Alors bien sûr, c'est pas aisé de travailler avec un mélange de deux protéines, donc on a dû travailler un petit peu pour trouver un protocole de les séparer, puisque même en urée c'était très difficile de les séparer, et comme la protéine fixée phosphate, on s'est intéressé avec des colonnes d'hydroxyapatite, avec des sels de phosphate de calcium. Et effectivement, cette fois-ci, si on les fait passer juste sur une colonne de phosphate de calcium, on a les deux protéines, et ben on les sépare sans problème. Ce qu'il faut noter, c'est qu'une fois séparées, ni la paroxonase n'est plus du tout stable, ni la human phosphate binding protein, ce qui nous pose quelques problèmes des fois pour des tests. Et ceci explique aussi pourquoi toutes les personnes qui ont essayé d'exprimer la paroxonase seule, pour les usages militaires que je vous ai parlé ou contre les insecticides, n'ont pas réussi. Un autre point, c'est qu'on voit que c'est très sensible aussi aux conditions phosphocalciques, et ceci semble impliquer aussi un rôle, comme on est aussi sur les AGL, avec les mécanismes phosphocalciques. On pourra éventuellement à la fin discuter un peu plus. Donc, on sait que notre protéine est associée avec la paroxonase. On a mesuré les constantes de dissociation, à peu près 5 nanomolaires, et c'est du même ordre de grandeur que la paroxonase qui se fixe grâce à cette extrémité L-terminale, là, qui est tronquée, mais qui est normalement beaucoup plus grande, pour se fixer sur les HDL. Et on a même montré qu'on avait une compétition entre les HDL, le bon cholestérol, et l'HBP pour fixer la paroxonase. On a pu faire des modèles de Doki pour voir comment ces deux protéines pouvaient interagir au niveau. Voilà. Un autre point limitant, c'est que cette protéine, je vous dis, elle est absente des banques de données génomiques. Donc comment est-ce qu'on a pu faire? Je ne sais pas si vous avez des connaissances en structure, mais pour en cristallographie, normalement, on a besoin de la séquence. Heureusement qu'on avait une bonne résolution, c'est qu'en fait cette protéine étant absente, on a dû reconnaître les acides aminés en fonction de leur forme dans la densité électronique. Vous voyez, là c'est allongé, on a pu reconnaître une arginine, ici c'était court, soit c'était une sérine ou éventuellement une sérine. Donc, mais on imagine bien que juste en fonction de la forme, il y a certains acides aminés qui vont se ressembler. Un acide aspartique et une asparagine vont se ressembler, une acide glutamique et glutamine vont ressembler, etc. Donc on a collaboré avec un laboratoire de spectrométrie de masse à Strasbourg pour avoir des séquences par spectrométrie de masse MSMS. Donc après diverses digestions de protéases et toutes les séquences qui ont pu donner, l'avantage c'est que dès qu'on avait une séquence, on pouvait tout de suite la mettre sur notre séquence qu'on avait obtenue par cristallographie qui servait de fil d'Ariane et de la corriger. Et en utilisant les forces de ces deux techniques, à la fin, on a pu séquencer ab initio cette protéine qui a une taille de 38 kDa. Et au final, aucune donnée incohérente, et même la taille totale correspond tout à fait au profil. Donc ceci a bien permis de confirmer avec les séquences exactes que la protéine dont on avait fait la structure était bien absente des banques de données génomiques. Et petit à petit, avec la littérature, en contactant les gens, on s'est rendu compte qu'en fait qu'on était face à un problème beaucoup plus lourd. C'est que les protéines DING, auxquelles appartient la Human Phosphate Binding Protein, elles sont ubiquitaires chez les eucaryotes et systématiquement absentes des banques de données génomiques. Même chez l'homme, on voit qu'il y a 6 protéines DING différentes et absentes des banques de données génomiques humaines. On a retrouvé aussi des protéines DING dans d'autres règnes du vivant, chez une archée et chez des bactéries, dont certaines aussi possèdent ce même mystère génétique. Donc ça c'est assez étonnant. Alors attention, je vous ai dit absente des banques de données génomiques, ça ne veut pas dire que ces protéines n'ont pas de gènes. Les personnes qui ont découvert ces protéines, des fois ont essayé de trouver le gène, et souvent ont été coincés puisqu'ils n'ont réussi qu'à l'amplifier très partiellement. Donc sur 40 espèces de protéines DING découvertes, actuellement, il n'y en a que 16 qui ont une information nucléique, et la plupart du temps partielle. Il n'y a que chez certaines bactéries où il n'y a aucun problème au niveau génétique.